Bonjour chers amis, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission de dialogue, une émission où on invite des hommes de culture, des écrivains, des scientifiques, mais surtout, et ça c'est très important, des opposants qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire. Vous savez qu'en Afrique, on a souvent beaucoup d'opposants. Quand ils arrivent au pouvoir, ils n'ont ni programme ni vision. Et ça met le continent par terre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, Laetitia et moi, de recevoir l'un des meilleurs opposants de la République démocratique du Congo, en la personne du docteur Moupapa Kipadi, docteur qui est un urgentiste, qui a toujours fait ses preuves, qui a soigné ici dans les hôpitaux français, beaucoup de malades. Aujourd'hui, le rencontrer parce qu'il vient directement de Kinshasa, il a fait une tournée, il va nous parler de tout ça. Docteur, nous sommes heureux de vous dire bonjour. Bonjour, monsieur le doyen Camara Lanciné. Bonjour, madame Laetitia. C'est toujours avec grand plaisir de participer à vos émissions et pour préparer les futurs africains, puisque je pense que c'est vraiment très important de penser au futur africain. Et c'est pourquoi je réponds toujours présent à vos invitations. Merci beaucoup. Alors là, vous venez de faire une très grande tournée. Vous avez été reçu par d'abord les populations, particulièrement par les chefs religieux, les chefs traditionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler réellement de tout ce que ces chefs traditionnels et ces chefs religieux, sans parler de la classe politique qui a bien voulu vous recevoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vraiment, c'est une longue histoire puisque j'étais déjà au mois de mars et avril de cette année au pays quand le pays était menacé par cette guerre qui continue encore. Je vous ai dit, c'est la 5e guerre que nous avons. Toujours l'agression rwandaise avec ces génocides qui continuent. Donc, après la chute de les grandes villes de l'Est, Goma et Bukavu, donc j'étais au pays au mois de mars pour voir un peu la température, comment ça se passe à Kinshasa, comment les gens se préparent à cette guerre-là. Et puis ensuite, j'avais promis que j'allais rentrer au mois d'août, et cette fois-là, c'était sur invitation de habitants et des associations de la ville d'Ekikwit. La ville d'Ekikwit est une ville congolaise qui se situe à 540 kilomètres de Kinshasa. Et c'était l'épicentre d'une grande épidémie d'Ebola en 1995. Et là, j'avais joué un rôle très important, j'étais encore au pays, et nous avions sauvé beaucoup de malades. On avait circonscrit l'épidémie dans la grande ville qui avait au moins 2 millions d'habitants, et Kinshasa était menacée. Et vers la fin, nous avions fait une expérience pour trouver un médicament que nous avons appelé la sérothérapie, et ces médicaments aujourd'hui a été encore bien traité au niveau du laboratoire, d'un laboratoire aux États-Unis d'Amérique, et là on l'appelait d'abord MAB 114, et là aujourd'hui on l'appelle Ebanga. C'est des anticorps lymphocytes B d'un convalescent que moi j'avais utilisé, dont j'avais utilisé les sangs pour transfuser les malades. Et on a pris les cellules B, ce sont des anticorps qu'on a multipliés au laboratoire, et il y a des milliards de cellules B de ces messieurs, et qui constituent aujourd'hui les traitements d'Ebola. C'est le seul traitement aujourd'hui efficace si on donne à la première phase et la deuxième phase de l'épidémie d'Ebola. Alors, en fait, je dois encore signaler que j'ai quitté Kinshasa le 3 septembre, mais le 4 septembre, on a annoncé la confirmation d'une nouvelle épidémie du virus Ebola
ça est au centre du pays, donc dans la province du Kasaï, dans la ville de Mouéka, où il y a eu 16 malades décédés avec des symptômes d'hémorragie, des fièvres, des douleurs. Donc, c'est confirmé par les laboratoires INRB de Kinshasa, puisqu'aujourd'hui, le diagnostic s'est fait vraiment au Congo. Alors que dans le temps, c'était aux États-Unis, après un mois, vous avez les résultats. Aujourd'hui, on a les résultats. Donc, il s'agit bien d'une maladie à virus Ebola dans les Kasaï. Donc, l'épidémie est revenue. Voilà. Mais concernant ma tournée, c'était vraiment, je dirais, très positif, puisque les gens m'ont accueilli vraiment comme un roi. Donc, j'étais porté sur les tipoïs, comme nous disons chez nous, comme vous les voyez sur les images. Donc, c'est après, il y avait des majorettes et tout ça. C'était une grande fête. Je m'y attendais même pas qu'ils pouvaient me réserver un tel accueil. Et après, j'ai tenu un grand discours pour dire aux Congolais qu'il y a toujours de l'espoir et que nous ne pouvons pas aujourd'hui choisir entre les deux mots. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'armée rwandaise qui appuie une pseudo-rébellion appelée AFC M23, et de l'autre côté, vous avez un gouvernement de monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Or, les deux, ils étaient ensemble. Ça, il faut pas l'oublier que après les élections de 2018, ils ont fait coalition pour faire des arrangements qu'on appelait des arrangements à l'africaine. Et après, ils se sont disputés le poste et le pouvoir. Et après, donc, ils se sont divisés. Maintenant, les FCC des Kabila se retrouvent derrière. Il a créé cette pseudo-rébellion et s'est transformé des FCC à AFC. Et ils ont rejoint, en fait, ils se sont mis ensemble avec une rébellion qui a déjà tué beaucoup de Congolais, hein, de M23. Et c'est pas la première fois que M23 prenait avec l'appui de l'armée rwandaise la ville de Goma, mais cette fois-ci, ils sont allés même dans la ville de Bukavu. Dans la guerre fait rage, il y a beaucoup de morts à l'est et malgré le pourparlers des Doha et les pourparlers des Washington. Mais la guerre fait rage au pays et les gens souffrent sérieusement des manques de médicaments, de la faim, de tout. Alors, je me dis, mais si cette guerre continue et que ça arrivait à Kinshasa, où il y a 17 millions d'habitants, il y aura combien de morts? Vous vous rendez compte? Alors donc, c'est ça ma crainte. Docteur, je suis très content que vous ayez parlé de tout ça. D'où une opposition sérieuse et crédible. Je le dis, ce qu'il faut en République démocratique du Congo, comme dans beaucoup de pays africains, ce sont de vrais opposants. Les Nkrumah, les Sékou Touré, les Amilcar Cabral et beaucoup d'autres, les Julius Nyerere, quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient une vision, ils avaient un comportement, ils avaient un patriotisme. Et c'est pourquoi les populations les ont suivis. Pour le moment, nous sommes très contents que vous ayez été reçus. On l'a vu, les images, très bien reçus, justement par cette population qui a besoin d'aide aujourd'hui. Maintenant, je vous pose la seule question qui vaut la peine aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une possibilité de punir des fauteurs de guerre comme Joseph Kabila, mais c'est la vérité, puisqu'il est avec le M23 et il travaille avec Kagame. Et ça aussi, c'est la vérité. Est-ce que, docteur, il y a aujourd'hui une possibilité de le punir? Parce qu'il est devant la justice militaire, mais il faut absolument qu'il paye les conséquences de sa trahison. Est-ce qu'il y a une possibilité de le punir? Oui, bien sûr.
Monsieur le doyen Lanciné Camara, il y a une possibilité puisque il est devant les barreaux, là, il est devant la barre. Absolument. Donc c'est aujourd'hui, la justice militaire poursuit en fait Kabila pour plusieurs chefs d'accusation. Donc évidemment la trahison, la haute trahison, puisque il est un ancien président qui a fait 18 ans au pouvoir et qui ne peut pas se retrouver dans les camps des rebelles. Ouais. Hein, après avoir massacré plus de 30 000 personnes dans 2 grandes villes. Donc, il est protégé par les rebelles et il passe la nuit, il me semblerait, au Rwanda. Donc, il vient le matin, il fait des petites pseudo-réunions, après, il va dormir là-bas. Donc, il va passer la nuit à Kigali. Donc, c'est vrai que le tribunal poursuit son cours, mais les réquisitoires ont été déjà faits. Donc aujourd'hui, il reste les verdicts. Et on avait demandé une peine de mort pour lui. Alors, comme nous avons peut-être le moratoire et tout ça, bon, il sera condamné à mort, mais peut-être qu'il ne sera pas exécuté. Yes. Alors, mais au moins, il sera puni. Et ses biens seront confisqués. Et vous savez bien qu'il est parti avec des milliards. Absolument. Donc, c'est pourquoi il finance la guerre. Donc, si on arrive à mettre la main sur ces milliards qui se trouvent parsemés un peu partout, il a caché dans des paradis fiscaux tels que Panama. Vous avez vu Panama Papers qui avait sorti beaucoup d'éléments. Et aussi les travaux qu'avaient fait les journalistes européens avec tous les documents financiers, des transactions, tout ce qu'il fait, dénoncé par les petits-fils de Lumumba. Donc ça aussi, nous savons où est-ce qu'il a caché l'argent. Et en plus de ça, il a 56 sociétés minières. Donc, il continue encore à exploiter des mines. Alors, et là, tout ça sera confisqué. Et je pense que le Congo pourra récupérer un peu quelques milliards pour restaurer les routes que j'ai trouvées en très mauvais état. Et la situation économique est catastrophique avec Tout cette cela. guerre. Mais merci pour ces informations. Vous parliez plus tôt dans l'interview justement du médicament que vous avez réussi à mettre en place pour Ebola. Ouais. Aujourd'hui, face à cette situation, face aux déboires que nous sommes en train d'observer chaque jour, quels sont qu'est-ce qui a été mis en place, même de manière urgente, pour pouvoir pallier aux morts, pallier aux maladies? Et qu'est-ce que la scène internationale, au niveau même des aides ou même au niveau de la diaspora eux-mêmes, fait aujourd'hui pour montrer son soutien? Oui, Madame Laetitia, c'est une question pertinente. Aujourd'hui au Congo, je reviens du pays, en fait, sur le plan sanitaire, ça m'intéresse beaucoup. Le plan sanitaire, nous avons 3 épidémies. On a une épidémie de choléra, puisque c'est la maladie des mains sales, de manque de toilettes et manque d'hygiène et tout ça. Il y a cette épidémie-là qui est devenue presque endémique. Deuxièmement, nous avons le virus Mpox, qui avait des boutons comme ça, comme la variole du singe. Ça aussi, c'est un peu bien quadrillé aujourd'hui. Il n'y a plus une grande propagation. C'est en train de s'arrêter. Et ensuite, il y a une recrudescence là. Et je vous ai dit, donc les 3, je prenais mon avion. Et les 4, on annonçait effectivement qu'il y a une recrudescence de l'épidémie d'Ebola. Alors, par rapport à l'Ebola, le Congo a de meilleurs scientifiques ou de médecins très expérimentés, puisque c'est nous qui avions mis au point ces médicaments et c'est nous qui avions mis au point les systèmes de surveillance. Même d'épidémie, on est allé former des médecins en Afrique de l'Ouest pendant l'épidémie en 2014-2015. Donc aujourd'hui, nous sommes bien outillés. Le problème du Congo, c'est en fait l'organisation des soins. À chaque fois, on est surpris, puisque aujourd'hui, dans un contexte de guerre, c'est encore difficile, puisque on n'a pas de budget qu'il faut pour faire face à ces genres d'épidémies. Alors donc, chaque fois, on fait appel à l'OMS
qui amènent des matériels de protection. Hein, ce sont les mêmes matériels que nous avons utilisés ici contre le Covid. Et ça, ça coûte cher. Donc, il faut des tonnes de matériel pour changer à chaque fois. Alors, il faut que le médecin soit bien équipé pour soigner ses malades. Et le Congo seul ne peut pas vraiment faire face à ça, surtout avec une guerre. Donc, c'est très difficile. Donc, aujourd'hui, en conclusion, les médecins sont bien formés, les équipes soignantes sont bien formées, mais il leur faut des moyens matériels et moyens financiers. Mais vous, en qualité d'expert, parce que vous êtes médecin urgentiste et Oui. vous connaissez très bien la situation géopolitique ou même politique du pays, les associations, enfin, on entend souvent beaucoup d'associations, même internationales, faire beaucoup de collectes de dons pour ce type de pandémie. Donc aujourd'hui, comment se font les relations? Comment se fait-il qu'en 2025, il y ait ce problème budgétaire et à quelle hauteur s'élève-t-il s'il y a vraiment moyen de lancer un appel à action pour aider la population congolaise qui, elle, est en train de souffrir de ces problèmes? Oui, par rapport à ces dons, bien sûr, à chaque épidémie, il y a la diaspora congolaise qui contribue, hein, à envoyer de l'argent, à leurs proches et l'ONU, pardon, par l'OMS, donne aussi des moyens et envoie aussi des experts de l'OMS pour appuyer dans, on a constitué une équipe. On appelle ça l'équipe des ripostes et qui est présidée par un professeur chevronné, qui est infatigable, le professeur Muyembe, qui est encore en vie, hein, et très en forme, hein, et, Dieu merci. Donc c'est lui qui organise les choses et ça va très très vite à chaque fois. Mais les associations et les dons sont les bienvenus. Mais comme toujours, comme je vous dis, c'est la situation est difficile en situation de guerre. Vous voyez, donc cette situation de guerre fait que c'est pas facile. Même quand la guerre de l'Est, et il y avait une épidémie aussi en 2018 à Beni, dans la ville de Beni, c'était difficile puisque les rebelles qui ne sont pas inscrits, ils connaissent rien de la transmission, ils venaient voler les matériels et déjà contaminés par les virus et ils fouillaient dans la forêt. Donc c'est grave d'avoir une population qui n'est pas préparée et des rebelles qui viennent de l'Ouganda, du Rwanda, qui ne sont pas aussi formés par rapport à ces épidémies. Donc c'est terrible. Mais pour moi, je pense que toute aide est la bienvenue, mais c'est d'abord le gouvernement qui doit s'appuyer sur l'OMS pour organiser cette équipe des ripostes. Voilà, et c'est comme ça, comme on a les médicaments, on a les vaccins, donc c'est déjà une très bonne chose que nous avions déjà fait et que aujourd'hui, j'espère que cette épidémie n'ira pas très loin puisque nous savons comment l'étouffer dans l'œuf. Maintenant que vous avez ouvert la porte aux Américains, j'espère que vous n'allez pas les recevoir comme des prédateurs économiques. Trump vous dit, nous, on veut coopérer avec la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ce sera ce que j'appelle enfin des rapports gagnant-gagnant, sans tricher? Parce que ce que dit, c'est quand même pas un enfant qui ignore que son pays jusqu'ici est visé par des prédateurs économiques internationaux et locaux. Est-ce que les rapports, les nouveaux rapports avec les États-Unis d'Amérique sont des rapports gagnant-gagnant? Je dirais pour l'instant non. Pourquoi? Puisqu'on a fait encore intervenir les Rwandais dans ces pourparlers et dans ces négociations. Or, le Rwanda, vous savez très bien, à l'époque du président Obama, donc
on avait étiqueté les minerais du Congo comme étant les minerais du sang. OK? Mais les multinationales américaines continuent à acheter ces médicaments, ces minerais au Rwanda. Or, le Rwanda n'a pas ces minerais. Ouais. Et vous êtes aussi sans oublier que même l'Union européenne avait signé un contrat avec le Rwanda pour des minerais qui ne se trouvent pas au Rwanda. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que à chaque fois, les Congolais et le Congo est perdant. Alors, et cette fois-ci, donc, si c'était directement avec dans de relations bilatérales, dans des contrats win-win entre les Américains et les Congolais, ça aurait été encore mieux. Je peux dire, oui, c'est possible. Mais faire intervenir encore un voleur, un pilleur, un génocidaire dans ces accords, pour moi, je ne vois pas le compte du Congo. Surtout quand on dit ça doit passer par le Rwanda, alors qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est comme un exemple, c'est-à-dire tu as des minerais, c'est-à-dire la terre riche, une terre rare, et on te dit tu dois donner à ton voisin qui vient tuer tes enfants, qui vient voler chez toi, et c'est lui qui doit traiter ça et qui donne une valeur ajoutée. Hein, et chez toi, on achète à 8 euros, et lui, et il revend à 100 euros, et quel est ton gain là-dedans? Où est les win-win? Où est les gagnants-gagnants? Je pense qu'il n'y en a pas. Alors, tant que le Rwanda sera encore un intermédiaire. c'est là où les Fayoulous doivent se faire entendre. Attention, Fayoulou, jusqu'à preuve du contraire, était considéré comme un opposant positif, qui avait une vision, un patriotisme. C'était ça qui faisait sa popularité. Lui, face à ce type de contrat, quelle est sa réaction? Il faut que lui et d'autres opposants disent non, ce que nous faisons avec les Américains ne sont pas toujours gagnants, on est perdants. Il faut le dire dès maintenant. Est-ce que les Fayoulou et le docteur, comment il s'appelle? Voilà, est-ce que honnêtement, ils ont un regard sur ce genre de négociations? Il faut qu'ils aient un regard. Oui, ils ont un regard, hein, c'est vrai. Ils se sont exprimés hein, pour mettre du moins des bémols pour dire effectivement que si les Rwandais participent dans l'exploitation des minerais du sang hein, qui passaient par lui, par les pillages, et aujourd'hui la guerre continue. Donc, il suffit simplement d'aller dans les mines des Lubero, tout ça, vous allez voir. Effectivement, ce sont des enfants qui travaillent à main nue, sans protection, alors qu'il y a des pelles mécaniques. Donc, ils préfèrent que ça continue comme ça pour que ça coûte moins cher hein, et que ces gens-là qui souffrent, qui n'ont même pas à manger, qui n'ont pas à boire et qui sont forcés comme des esclaves modernes aujourd'hui, hein, ce sont des esclaves en fait. Là où il y a des outils, aujourd'hui des bulldozers et tout, comment vous pouvez accepter qu'un enfant puisse aller creuser avec une houe sans protection? C'est grave ce qui se passe. Et c'est pourquoi, avec ces accords, nous, on croyait peut-être que les États-Unis, pour Tshisekedi, c'était négocier avec les États-Unis pour avoir la paix. Ouais. C'était ça. Mais les Américains ont des multinationales qui travaillent là-bas. Et ces multinationales poussent encore le département d'État à négocier, à passer toujours par les Rwandais. Ça, c'est inconcevable. Ça ne voulons pas. Docteur, il y a quelque chose que je voudrais que vous, en tant qu'opposant, je voudrais avoir votre regard là-dessus. L'Afrique est devenue inaudible. L'Afrique n'existe plus. Docteur, vous voyez que nous vivons une époque de violence. Oui. Une époque où on peut tuer pour un oui ou pour un non. Et quand les chefs d'État de puissants pays se retrouvent en Chine, j'ai vu qu'il y avait juste Sassou Nguesso qui avait été invité. Comment on peut, je ne dis pas ça par souci de polémique, hein. Sassou Nguesso, qu'on l'aime ou pas, il est là depuis combien de temps? Presque 40 ans. 40 ans de pouvoir. Oui. Et on voit le Congo-Brazzaville, l'État. Non, soyons sérieux. Oui. L'état dans lequel se trouve le pays. Ce qui veut dire que nous ne comptons plus, docteur. C'est très grave. Oui. Et c'est là où nous disons, quand on reçoit les opposants sur nos plateaux,
c'est pour demander, est-ce que vous, en tant qu'opposant, si vous étiez demain élu, je le souhaite vivement, quelle serait votre première réaction, votre première, disons, décision pour faire entendre la voix de la raison, la voix d'un grand pays comme la République démocratique du Congo? Parce qu'au fond, c'est ça. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Si demain, par bonheur, après avoir été très bien reçu, le peuple vous élisait, quelle serait votre première décision? Écoutez, aujourd'hui, le Congo ressemble à un pays comme l'Afrique, hein, un pays parasité. Moi, Totalement. je suis microbiologiste. Hein. Donc, je suis un chercheur de virus et tout. Donc, quand vous arrivez dans une maison où il y a des serpents, il y a des cancrelats, il y a des punaises, tout. Donc, et qui tuent. Hein, et qu'est-ce que vous devez faire? La première réaction, c'est rendre cet endroit propre. Ouais. OK? C'est-à-dire, il faut bien nettoyer l'endroit et penser les plaies. OK? Et ensuite, activer la population qui est là, hein, très active. Hein. Nous avons tous les atouts. On a tous les atouts, c'est-à-dire qu'on a une population jeune avec 120 millions d'habitants, malgré les 15 millions de morts. Nos femmes sont très fertiles. Ça, il faut les reconnaître. Une femme africaine, au Congo, la moyenne, c'est 5 enfants par femme. Ils vont pas nous exterminer. Donc, avec cette jeunesse et avec l'expérience que moi j'ai acquise ici en Europe, je vois comment on gère un pays. Je vous jure que moins de 5 ans, le pays sera sur les rails. La première chose, terminer la guerre, remettre les gens au travail, leur donner à manger, la justice. Et nous avons chez nous, en fait, nous avons 3 éléments. Nous militons pour la paix, la justice et le travail. Donc, s'il y a la paix, il y a les affaires. Vous pouvez faire du business et tout. Et relever les niveaux, développer les pays. Avec le travail qui vient juste après la paix. D'abord, il faut instaurer une paix durable. Après, donner du travail. Et surtout, arrêter l'impunité. Il y a beaucoup de vols, beaucoup de détournements. Alors, et des corruptions. Il faut arrêter tout ça. En peu de temps, Kabila père l'avait fait. Peu de temps. Il a arrêté l'hémorragie. Comment un pays comme le Congo peut avoir un budget de 4 milliards? Rien qu'avec les pétroles, si vous mettez 20% de TVA, c'est déjà, vous êtes à 50 milliards. Absolument. Comment vous pouvez avoir un budget de 4 milliards? C'est inconcevable. Ici, moi, quand j'achète 1 litre d'essence, c'est 20% qu'on met au-dessus du prix normal. C'est ça qu'on appelle la TVA. Mais chez nous, ça n'existe pas. Ou ça existe. Mais ça existe. Mais où va cet argent? Voilà. Donc, c'est dilapidé. C'est volé. Donc, on peut, avec la volonté politique, pour répondre à votre souci, donc, moi, la première chose, c'est la paix. Deuxième chose, donner la justice. La justice doit passer. Et enfin, donner du travail. Et tout ça peut se faire en même temps. Et activer cette population. Vous avez vu lors de mes meetings, mais les jeunes étaient enthousiastes et tout ça. Et je leur ai dit qu'il y avait de l'espoir. Hein? Et effectivement, j'ai un cadre. Donc moi, personnellement, je pense que avec moi, tout ira très très vite pour le Congo et pour l'Afrique, comme l'avait dit François. Alors, en attendant, il y a un gouvernement qui a été constitué par Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Puisqu'il y a des gens comme Muzito, c'est ça, qui a été l'un des, disons, après tout, qui a été ministre de Joseph Kabila très longtemps, qui a été, je crois, ministre de l'économie et des finances, ou en tout cas, il a été ministre de Joseph Kabila. Oui, et premier ministre. Qui a été même, voilà. Alors, qui se retrouve dans ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale qui peut amener beaucoup plus de solutions ou c'est tout le contraire? Bon, en tout cas, si vous regardez le premier gouvernement c'est Madame Souminois.
le premier gouvernement est Souminois 1, Souminois 2. Il faut voir que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Juste, ils ont enlevé le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ouais. C'est lui qui est parti et ils ont fait un peu comme une chaîne musicale, donc remplacé, donc des permutations. Alors donc c'est le même gouvernement pratiquement et Adolphe Muzito est entré là-dedans, bien sûr comme un vice-premier ministre et chargé, je crois, du budget ou quelque chose. Oui, ça doit être budget, pas de finance. Alors donc en réalité, c'est pas un gouvernement d'union nationale, puisque c'est le même gouvernement. Absolument. Voilà. Il y a eu quelques remaniements. Il faut parler de remaniement d'un gouvernement. Donc, avec le même premier ministre, avec la même idéologie et même programme. Donc, pour moi, je ne vois pas de différence. Donc, et quand j'étais au pays, j'ai rien vu de plus qui a changé. Donc, il n'y a rien qui a changé, sauf que nous avons toujours la guerre. Mmh. Et moi, j'attendais vraiment qu'il y ait un grand nettoyage au niveau de la chaîne de commandement de notre armée, puisque vous savez bien, l'armée est infiltrée et il y a beaucoup de traîtres et même le chef d'état-major général aujourd'hui est devant la barre. Donc il est arrêté, monsieur le général Chiwewe est arrêté et même le conseiller militaire du président de la présidence, le général Ntumba, est arrêté. Il était aussi des mèches avec Kabila. Vous voyez, dans ces conditions-là, comment vous pouvez gagner la guerre? Comment instaurer une paix? Comment développer les pays? Et dans ce cadre-là, bon, on avait déjà parlé de l'Union africaine et le peu d'impact pour l'instant qui est fait pour pouvoir aider. Mais est-ce que vous pensez que les autres, les pays voisins, qui ont peut-être un peu plus de force de frappe, peuvent être aussi utiles à changer au moins la situation sanitaire au Congo? Et est-ce que vous pensez aussi que par rapport à l'Afrique centrale et les élections là qui se jouent aussi, est-ce que ce nuage politique peut aussi avoir un impact sur ce qui se passe au Congo ou pas du tout? Non, pas du tout, puisque les pays voisins qui étaient très actifs, c'était l'Angola. Et avec le président Joao Lorenzo, qui est maintenant le président de l'Union africaine. Ouais. Donc, il a jeté l'éponge puisque il a été déçu par le président Félix et Kagame, puisque c'est lui qui était désigné par l'Union africaine comme médiateur. Et après, les deux se sont retrouvés à Doha. On ne sait pas par quel miracle, tous les deux. Et là, de Doha, ils sont allés à Washington et puis ils ont négligé du moins cette opportunité, je dirais, que le problème africain soit résolu par les Africains. Non, ils sont allés à Doha, c'est pas l'Afrique. Encore, voilà. Donc j'étais très déçu moi aussi. Donc le Rose était déçu et les autres pays voisins ne s'en occupent pas. Sauf que malgré les pourparlers de Washington, le Rwanda refuse de retirer ses militaires. Donc il progresse vers le sud du pays, vers les Katanga, et la guerre fait rage dans les plaines de Ruzizi, dans les plaines de Uvira. Donc c'est vers Kalemi, c'est-à-dire vers les sud-est du Congo. Et ça va vers les Katanga. Donc, et avec beaucoup de morts. Et vous qui êtes revenu justement, qui nous revenez en direct du pays, quels sont vraiment les propos du peuple aujourd'hui? Puisqu'on a vu dans les vidéos que vous aviez l'air d'être très proche. Oui. Donc on entend beaucoup de retours sur la situation, mais très concrètement aujourd'hui, la voix du peuple, qu'est-ce qu'elle dit et quelles sont ses attentes et ses demandes?
la voix du peuple, Madame Laetitia, est claire. Le peuple ne veut pas de guerre. Le peuple veut la paix, puisqu'il souffre. Et il veut la troisième voie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le peuple attend la fin du mandat de Tshisekedi. Que ça se termine et qu'il mette une autre personne en dehors de ces génocidaires des Kabila, des Nanga et des autres. Il préfère une autre personne. Donc, une personne nouvelle avec des idées nouvelles. Donc, c'est pourquoi ils sont derrière moi. Mhm. Donc, j'incarne vraiment cet espoir du peuple congolais. Et je l'ai senti. Et ils me l'ont dit. Voilà. Alors, docteur, vous avez ce que j'appelle le vent en poupe. C'est-à-dire que vous êtes docteur, vous avez fait vos preuves ici en Europe, et vous allez souvent à Kinshasa pour soigner les populations. Et ce qui est bien, c'est qu'il faudrait que vous soyez entouré d'opposants aussi responsables que vous ayez une équipe choc, c'est-à-dire des jeunes autour de vous qui véhiculent le bon message. C'est très important ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on peut même, sans être au pouvoir, avoir déjà ce que j'appelle une respectabilité. Et c'est ce que nous vous souhaitons le plus. Alors, quels sont actuellement les jeunes qui vous entourent? Et nous pouvons même les recevoir de temps en temps sur ce plateau pour dire que si demain mon papa était élu, voilà ce que nous, jeunes de la diaspora et de l'intérieur du pays, voilà ce que nous allons faire avec mon papa. Est-ce que ces jeunes, vous pouvez dès maintenant en parler si c'est pas vous provoquer d'avance? Voilà, j'ai une équipe qui travaille ici en Europe, aux États-Unis, de jeunes très enthousiastes et qui bossent aussi sérieusement sur ces projets. Et au pays, surtout, j'ai une grande équipe qui travaille sur place et qui croit vraiment à notre destinée et qui pense que si le travail continue dans ce sens-là, donc on aura gain de cause. On dira, c'est que ce qui nous manque, c'est d'avoir des financiers derrière pour que nous puissions aller très vite. Voilà, donc c'est ça, c'est pourquoi j'ai lancé un message important pour dire, soutenez-nous, nous avons besoin de financiers pour mettre notre projet en marche et que nous puissions vraiment constituer l'espoir du peuple congolais dans les années à venir, après le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, vous allez faire comme Ousmane Sonko. Heureusement que vous n'êtes pas en prison, mais c'est pratiquement la diaspora qui a mis la main à la poche. Oui, mais il faut faire appel à la diaspora congolaise. Dire à votre équipe de dire à la diaspora congolaise que vous n'avez pas les moyens pour affronter, évidemment, les gens qui sont très riches et qui seront prochainement candidats, et qu'il faudrait que la diaspora se mobilise pour vous aider financièrement. Je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. C'est-à-dire que vous constituez une équipe qui dit, nous sommes de l'équipe de mon papa, nous voulons récolter ce qu'on appelle une certaine somme pour financer sa prochaine campagne. Ça, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le problème de la diaspora congolaise, c'est un peu complexe dans le sens de cotisation d'argent, puisque cette diaspora est aussi sollicitée par le politique. Ouais. Ils sont manipulés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, je l'ai constaté. Ouais. Donc, ils sont manipulés et ils ont déjà de partis pris. Donc, ils sont soit du côté de ceux qui ont volé l'argent, le groupe des Kabila, hein, et ils soutiennent cela. Et vous avez vu, aujourd'hui, il y en a qui rejoignent même les rebelles après avoir commis des massacres. Donc, c'est grave pour parler de cette diaspora qui, normalement, devrait
être une diaspora responsable et surtout constituer une troisième voie. Puisqu'on a vu en Israël, c'est la diaspora qui fait l'Israël, qui finance tout. Ouais. Voilà. Donc, si nous sommes vraiment conscients, je pense que nous devons nous organiser au niveau de la diaspora pour trouver des voies et moyens, surtout l'argent, pour financer cette grande campagne, puisque c'est un pays continent. Il faut avoir des millions pour faire le tour du pays. Et il joue sur ça, en fait. Et Kabila a joué sur ça. C'est le seul pays où un candidat doit d'abord débourser $100,000 avant de poser sa candidature. Et ça, c'est déjà un frein. Absolument. Un frein pour ceux qui n'ont pas volé. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura que des gens, de voleurs comme les Kabila et tous ces groupes-là, donc qui peuvent ou les gens qui vont coopter. Il y a de faux candidats. Généralement, il y en a 25. Comment un candidat peut déposer $100,000 et il fait pas la campagne? Et il est candidat. Donc, ce sont des faux candidats. Donc, qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de programme et qui sont comme des lièvres dans une course de 40 kilomètres. Donc, ils sont là juste pour rendre l'élection, voilà, et ils mettent l'argent dans des poches, puisqu'on leur donne, ils font pas la campagne. Quand on lui donne l'argent, il présente sa candidature et puis il reste chez lui. Avec ce qui lui reste, donc il est content. Ouais. Mais c'est pas pour le pays, ça. En tout cas. Et c'est vraiment un mal pour le pays. Nous sommes très fiers de vous avoir reçus. Nous comptons sur vous et surtout sur la diaspora congolaise qui doit vous soutenir dans la campagne pour le changement en République démocratique du Congo. Nous restons ouverts à cette diaspora à condition qu'elle nous apporte un plus. La diaspora congolaise, nous l'invitons sur ce plateau à tout moment pour parler du changement avec des hommes de valeur. Oui. Et vous êtes un homme de valeur. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette, disons, rencontre journalistique et sur notre chaîne. Nous vous remercions beaucoup et nous disons Ingeta, on gagnera.